c'est quand même le 4e constructeur mondial. C'est vrai que son arrivée en Europe est un peu plus tardive que sur les autres marchés, notamment sur les autres continents américains, indiens, chinois et autres. Donc nous sommes, comme vous disiez, relativement jeunes sur le marché français. On va fêter nos 20 ans l'année prochaine. C'est clair que dans nos objectifs de croissance, c'est un peu comme la poule ou l'œuf à un moment donné. Nous n'avions pas forcément toujours les bons produits qui correspondaient aux demandes justement des flottes et des entreprises. Bon, il se trouve que Hyundai, dans sa perspective de développement et d'aller chercher bien sûr d'autres parts de marché, on a développé des véhicules qui sont maintenant très adaptés à ce type de demande. Donc déjà, ça démarre par le produit. Bien sûr, je vous entends et c'est un peu comme si nous découvrions aussi un peu ce métier depuis maintenant quelques années. Je parle en France typiquement, puisque bien sûr sur le plan mondial on est présent un peu partout. Ce qui est clair, c'est que ça n'est plus suffisant. Bien sûr, il faut vous parlez de coûts tous les jours. C'est clair que les coûts d'entretien, notamment en ce qui concerne, j'ai bien noté plusieurs fois, mais les coûts de réparation, voire les problématiques plus techniques liées à l'entretien de la voiture. Donc tout ça font que ça nous amène à avoir une double stratégie. Une première, on va dire, plus générale sur l'image de la marque, parce que nous avons bien conscience que, bien sûr, on n'est pas là pour détrôner les constructeurs français, mais on est là aussi pour proposer d'autres alternatives. Et puis aussi une chose très très rare, c'est-à-dire maîtriser, ou en tout cas proposer des services très maîtrisés à nos clients flotte. Donc sur ces services, vous avez du financement que vous venez de déployer, oui, notamment, absolument. je crois. Donc on a développé plusieurs choses, bien entendu, c'est un peu du 360. La première, c'est de créer des centres business service, parce qu'on ne croit pas aujourd'hui à la capacité d'un réseau à 100% de traiter justement d'une manière très spéciale les clients flotte et grosses entreprises. Donc on a pour l'instant une quinzaine de centres en France, qui sont bien sûr extrêmement régionalisés sur les plus gros potentiels. Et puis, au-delà de ça, on a des partenariats que nous avons, en tout cas sur lesquels nous travaillons d'une manière assez forte maintenant, pour créer une marque blanche avec d'autres partenaires, mais vous êtes bien sûr au courant de nos démarches, qui sont ALD pour une partie de l'Europe et Arval plus spécifiquement pour la France. Il y a une forte relation entre le marché de l'entreprise et le marché du particulier. On pourrait croire que les deux marchés sont séparés, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Ils répondent à peu près aux mêmes critères. On a observé maintenant une espèce de downsizing, c'est-à-dire qu'un propriétaire d'une voiture d'un segment D va forcément, dans l'évolution de son achat, va penser à une berline inférieure pour plusieurs raisons. Une problématique de coût, vous l'avez dit, une problématique d'incitation aussi à diminution des CO2, et puis d'une manière plus générale, on va dire un rapport avec l'argent qui est de plus en plus complexe. Donc cette stratégie qu'on a observée maintenant chez le particulier, et bien sûr on la ressent d'une manière très forte sur l'entreprise. Avec pour nous une double problématique, je pense, pour les gestionnaires de parc, je pense que la voiture fonction fait partie aussi intégrante de la rémunération d'une entreprise. C'est une espèce de gratification, en tout cas ça a été considéré comme ça. Certains l'ont dit, vous accédez à des postes supérieurs, vous avez une voiture plus importante. Bon, et ça devient aussi un peu problématique pour la gestion des flottes, et il faut trouver, en tout cas, il faut qu'on essaie de proposer des voitures qui ont un peu plus entre guillemets, d'émotion, avec des coûts bien sûr maîtrisés, des émissions de CO2 et des équipements supérieurs. Vous voyez, donc c'est une espèce de cercle assez large, d'équations pas trop faciles à résoudre toujours, mais en tout cas c'est là où on essaie de se positionner. Et cette descente en gamme qu'évoquait notamment M. Sivignon à l'échelle de la flotte de l'État, est-ce que vous la ressentez vous chez vos clients? Est-ce qu'on vous dit on veut des véhicules moins chers, donc des motorisations moins puissantes et en conséquence des émissions de CO2 par définition réduites? Alors là vous touchez bien sûr une problématique de marché. De toute façon, le constructeur aujourd'hui doit s'adapter à une diminution d'une manière globale des émissions. On parlait tout à l'heure des objectifs. Vous savez que les constructeurs ont aussi des objectifs à terme, en tout cas sur le marché européen. Donc on s'inscrit pleinement dans cette idée. Hyundai aujourd'hui en Europe, c'est une émission moyenne un peu moins de 130 grammes
de CO2. Notre ambition, c'est de passer assez rapidement, quand je dis assez rapidement, à l'échelle d'un constructeur, c'est-à-dire dans l'espace de 5 ans, en dessous des 100 grammes. Donc vous voyez que ça va bien sûr dans l'esprit et dans la concrétisation en tout cas de ces produits, c'est-à-dire du plus gros SUV à la plus petite voiture. L'ensemble de la stratégie du groupe, c'est clairement de s'inscrire en moins de 100 grammes dans les 5 ans à venir. Avec peut-être, je pense que ça fera partie, j'imagine, d'autres sujets, peut-être l'utilisation en Europe d'énergie alternative ou en tout cas d'autres solutions.